L'élection des membres de la CENI est reportée. C'est l'annonce faite par le ministère en charge de l'administration territoriale face à la presse. Il était aussi question de répondre à l'opposition qui souhaite la récusation du représentant de la chefferie coutumière à la présidence de la CENI. Des crânes humains, des munitions et des engins de roue, tout cela a été saisi avec des délinquants dirigés par un ancien élément de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP. La police judiciaire du centre a réussi à les mettre aux arrêts et présenter à la presse. Et puis ce lundi, en Afrique du Sud, l'armée a été sollicitée pour aider à maîtriser les violences qui ont éclaté depuis quelques jours en réponse à l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Une dizaine de personnes a perdu la vie dans ces troubles. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Suite à la demande de récusation du représentant de la chefferie coutumière à la présidence de la CENI formulée par l'opposition, le ministère en charge de l'administration territoriale a apporté quelques éléments de réponse ce mardi. Pour Clément Sawadgo, le ministre, donc, son département ne peut pas traiter de cette question et par conséquent s'en tiendra aux dispositions du code électoral. Le ministre a par ailleurs donc annoncé le report de l'élection des membres de la CENI pour le jeudi 15 juillet prochain. On en parle avec Maxime Jodbambara. Prévu pour ce lundi 12 juillet 2021, l'élection des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI se tiendra finalement ce jeudi 15 juillet à 15h, a indiqué le ministre en charge de l'administration territoriale. Un report qui, selon le ministre, va permettre de peaufiner davantage le processus de renouvellement des membres de la CENI, l'opposition ayant dénoncé un vice de procédure dans une lettre adressée à son ministère. Le chef de file juge que la programmation de l'élection qui devait avoir lieu hier lundi 12 juillet, à son avis, était précipitée. Parce que le CEFOP estime qu'il faut d'abord que les membres de la CENI prêtent serment avant de poser un quelconque acte. Mais en réalité, nous avons aussi répondu au CEFOP que nous n'en étions pas tenus parce qu'il n'y a aucun lien de calendrier entre la prestation du serment et l'installation du bureau. Parce que l'élection du bureau fait toujours partie du processus de mise en place de la CENI. Dans son courrier, le chef de file de l'opposition politique récuse également le représentant de la chefferie coutumière à la présidence de la CENI. Le CEFOP met en doute l'impartialité du prétendant, le Sao Naba, qui aurait une appartenance politique, notamment le MPP, et qui fut député et président de la Haute Cour de justice. Mais le ministre Clément Sawadgo dit s'en tenir au code électoral qui définit la règle du jeu. Il en veut pour preuve les articles 5, 7, 10 et 11 du code électoral. En dehors des dispositions édictées par le code électoral, nous ne sommes pas en connaissance d'autres types de contraintes se rapportant aux membres. Et donc, des dispositions qui nous auraient autorisés à recevoir une récusation des 10 membres, si ce n'est dans ce paquet de conditions édictées par la loi. Alors, la loi ne prévoit pas non plus une validation de la désignation de chaque représentant par les autres composantes. Elle dit que chaque composante désigne son représentant. Un point, un trait. Le réseau des mouvements du Burkina Faso, une organisation de la société civile, récuse par ailleurs le commissaire Tassere Sawadgo qui représente l'opposition au motif de son activisme politique débordant et de ses prises de position partisanes, pour reprendre les mots de ce réseau. Pour Clément Sawadgo, son département n'a pas les éléments matériels et juridiques qui lui permettent de s'engager dans une procédure de récusation.
En question dans ce journal, la loi portant promotion immobilière au Burkina, sa révision crée la division entre les associations des promoteurs immobiliers et le ministère en charge de l'habitat. La PIB, face à la presse, a dénoncé le caractère restrictif du champ de l'avant-projet de loi donc, qui instaure une discrimination entre la société de droit privé et de promotion donc immobilière et les sociétés de droit public. C'est selon donc la PIB. Elle assimile aussi cet avant-projet de loi à une concurrence déloyale. Les associations des promoteurs immobiliers de l'État veulent désormais être propriétaires des terres au Burkina. On en parle avec Michael Toukri. Toutes nos propositions et préoccupations n'ont pas été prises en compte. Le ministère en charge de l'habitat a couteau tiré avec les associations des promoteurs immobiliers du Burkina Faso. La raison, la réforme de la loi 057-2018 portant promotion immobilière au Burkina Faso. Roger Nikema et ses camarades sont donc inquiets pour leurs activités. Les réformes annoncées selon les promoteurs immobiliers vont contribuer à la fermeture des entreprises de promotion immobilière. Dans étonnement, quand nous avons reçu la dernière monture même de la loi, avant-projet, nous nous sommes rendus compte que toutes nos propositions et préoccupations n'ont pas été prises en compte. Et puis, de nouveaux éléments ont été introduits, tels que nous l'avons dit dans la conférence de presse. Voilà. Donc, tout ça, ça nous anime à dire qu'aujourd'hui, le ministère, moi je parle du ministère, je ne parle pas du ministre. Le ministère n'a pas de bonne foi en ce qui concerne les projets des promoteurs immobiliers. Il y a un agenda et un calendrier caché. Les associations de promoteurs immobiliers reprochent au ministère de l'Habitat la non prise en compte de leurs préoccupations lors de l'atelier de Manga. Conséquence, les associations de promoteurs immobiliers seront donc absents à l'atelier national de validation de la nouvelle loi portant promotion immobilière au Burkina Faso, prévu le 15 juillet prochain. Avec cette rapidité d'aller à l'atelier de validation, sans que nos réels problèmes ne soient pris en compte, cela s'explique qu'il y a un problème. C'est pour cela que nous nous sommes dit, ce qui se cache, que le ministère est en train de vouloir protéger, il va falloir qu'il y ait des discussions franches entre nous pour que nous puissions comprendre. Si c'est les éléments de réponse par rapport aux différentes préoccupations, nous avons toujours dit que nous sommes disponibles pour pouvoir apporter notre solution afin que le Burkina puisse décoller en matière de construction. Donc, ce qui s'explique aujourd'hui, si nous ne donnons pas la voix, c'est comme si nous partons déjà à un atelier où nous avons déjà pris connaissance et effet pour la validation de l'atelier, alors que nous marquons notre total désaccord par rapport à cet atelier et par rapport à ce projet de loi que nous qualifions de projet de loi suicidaire. À cette conférence de presse, les associations de promoteurs immobiliers du Burkina Faso ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans sa politique nationale de construction de logements et d'appurement du passif foncier, ainsi que les opérations de restructuration. Lancement lundi dernier à Manga de la 5e édition de la semaine de la sécurité routière. Le top de départ des activités a été donné par le ministre en charge des Transports. À travers une conférence publique, l'accent est encore mis sur la sensibilisation afin de réduire les cas d'accidents dont les chiffres sont inquiétants selon l'ONACER. On en parle avec Mamétri Anakamabou. Les cas d'accidents dans la circulation routière sont de plus en plus nombreux dans des centres urbains du Burkina Faso. Malgré les multiples efforts du gouvernement dans la lutte contre ces fléaux, les statistiques sont alarmantes. Au cours de l'année 2020, plus de 20 000 accidents ont été enregistrés et ont fait 13 763 blessés et 1 060 morts. Les plus touchés sont principalement les utilisateurs des engins à deux roues et les usagers les moins protégés. À cette 5e semaine de la sécurité routière, les organisateurs ont choisi pour thème « Sécurité routière au quotidien, impliquons-nous pour la protection des vies humaines ». Cette année, notre thème, c'est comment on arrive à construire une action au quotidien. Comment on arrive à faire en sorte que les maires s'impliquent davantage. Comment on arrive à faire en sorte que l'association des parents d'élèves puisse s'impliquer. Comment on arrive à faire en sorte que la réglementation aussi puisse s'appliquer par rapport, par exemple, au port de casque. Voilà donc l'enjeu de cette 5e semaine de la sécurité routière dans notre pays. Et nous voulons vraiment interpeller pour que les statistiques que nous donnons là, il y ait une action qui corrige de plus en plus et qui fait que nous allons évoluer progressivement vers la sécurité routière de notre pays.
L'objectif visé par cette semaine est la réduction du nombre des victimes des accidents de la route. Et selon l'Office national de la sécurité routière ONASER, les comportements à risque en circulation et le non-respect du code de la route sont les premières causes des accidents. À cette cérémonie de lancement des activités de la semaine de la sécurité routière, les agents de santé ont démontré les conséquences des accidents à la population de Manga. Toutes ces communications ont été fort appréciées et fort à propos et qui nous a conduit à des recommandations à ce que chacun de nous, vous, hommes de médias, les parents d'élèves, les organisations de la société civile puissent prendre à bras le corps cette question, cette thématique de la sécurité routière. Comme ça, je pense que les consciences, les changements positifs pourront être absorbés et que le Burkina se portera mieux. Manga, la ville choisie pour abriter les activités de la 5e semaine de la sécurité routière, n'est pas épargnée par le phénomène et les chiffres en disent long sur les cas d'accidents de la circulation. Au premier semestre de l'année 2021, 117 accidents, dont 33 décès, ont été enregistrés pour cette localité. Chaque citoyen est donc interpellé au respect du code de la route. Le 24 juin dernier, le service régional de la police judiciaire du centre a mis aux arrêts un réseau de délinquants qui opérait à main armée dans la ville de Ouagadougou. Les présumés délinquants donc ont été présentés à la presse ce 13 juillet. À leur tête, un ancien élément de l'ex-RSP Régiment de sécurité présidentielle. Le butin donc saisi est composé de motos et de crânes humains notamment. Vous pouvez voir les images dans ce reportage signé Abdelrahimi. C'est suite à l'attaque menée contre un individu dans le quartier Bendogo de Ouagadougou que le service régional de la police judiciaire du centre a engagé des enquêtes qui ont abouti à l'arrestation de 7 présumés délinquants. À leur tête, un ancien militaire du régiment de sécurité présidentielle RSP. Le groupe a à son actif plusieurs cas d'agression dans la ville de Ouagadougou et est bien organisé selon le chef du service régional de la police judiciaire du centre. Il faut noter que c'est des vrais professionnels. Le groupe est divisé en 3 équipes. Une cellule de renseignement, de détection et d'identification des cibles. Ces derniers sillonnent les artères de la ville de Ouagadougou et ont pour mission d'identifier les cibles potentielles susceptibles d'être attaquées. Il s'agit généralement des personnes physiques, d'hommes d'affaires, commerçants, entrepreneurs ou toute autre personne ayant sur elles des fortes sommes d'argent. Dans ces opérations, cette bande a pu se procurer 2 crânes humains pour se doter d'un pouvoir mystique, à en croire le commissaire principal de police. Ils sont allés jusqu'à déterrer des crânes humains pour faire le bac. Nous avons compris qu'en tout cas, quelque part, ils sont déjà allés avec un crâne hors du pays pour faire le bac et ils recherchaient le crâne d'un bébé pour compléter leur arsenal. Le chef du réseau est très connu des services de police. Il a été 2 fois de suite conduit devant le parquet, mais libéré à chaque fois quelques mois après son incarcération. Une situation qui visiblement met mal à l'aise le commissaire principal. Quand vous pourchassez, vous suivez quelqu'un pour l'interpeller à Ouagadougou, il fuit, il part à Safané. De Safané, vous déployez une équipe pour aller l'interpeller. Là-bas, il a eu des renseignements et bien avant que vous n'arriviez, il déserte le coin. Il se retrouve à Lomé et vous vous battez, en tout cas pieds et mains, pour pouvoir l'interpeller. Vous le ramenez et vous le mettez à la disposition des gens. Et 2 mois après, il sort. Ce n'est pas simple. Le butin est composé, en plus des 2 crânes, de 5 motos, de pistolets automatiques, de munitions et une somme de 830 000 francs CFA. Le commissaire principal a laissé entendre que l'enquête se poursuit en vue de mettre la main sur 2 autres membres de l'équipe. L'association Cercle Tifi a réuni ce samedi ses membres pour une session de formation en leadership et de développement personnel. Cette formation visait donc à outiller les participants sur leur capacité de leader, donc pouvant leur permettre de contribuer au développement de la région de l'Est. Il faut rappeler que les membres de l'association Cercle Tifi sont issus de la région donc de l'Est. On en parle avec Michael Toukri.
Cercle Tinfi, qui se veut un think tank pour outiller ses membres essentiellement des ressortissants du Gourma sur les questions de leadership et de développement personnel. Cette séance de formation est une série qui entre en droite ligne des objectifs de l'association, à savoir renforcer les capacités des jeunes pour en faire des leaders. Donc on organise cette formation qui porte sur le leadership et le développement personnel des jeunes de Gourmou afin de les armer pour qu'ils puissent réfléchir à leur avenir, pour qu'ils puissent se prendre en main et pour qu'ils puissent bâtir ou consolider leur leadership, leur développement personnel pour eux, pour leur environnement immédiat, que ce soit la famille, la communauté, la région et tout le pays, de façon à ce qu'ensemble, on puisse mener des activités ou prendre des initiatives qui vont contribuer significativement au développement de la région. Selon le président de l'association Cercle Tinfi, la formation a été un véritable succès et l'accent a été mis au cours de cette session de formation sur l'idéal clé du leadership. Le prochain défi reste la tenue au mois d'août du festival de l'association. Par exemple, ces jeunes vont obtenir une attestation à la fin de la formation, mais on a une activité majeure qui va venir au mois d'août, qu'on appelle le festival Oman Swahou, donc festival Racine ou Roots, qui va nous permettre vraiment non seulement de faire, d'avoir des formations de ce type, mais de développer d'autres actions qui s'appuient sur les valeurs de la région de l'Est et qui permettent aussi d'être catalytiques pour le développement économique, social et culturel dans un contexte où on doit, autant que possible en tout cas, se faire et développer la cohésion sur la base donc de la nécessité de faire face aux défis ensemble. L'association Cercle Tinfi regroupe une centaine d'intellectuels, de hauts cadres, de chercheurs, de chefs d'entreprise et d'autres couches de la société. Objectif pour l'association, réfléchir sur les défis et enjeux en vue de mener des actions structurantes pour le développement de la région de Gourma. La première édition du Salon africain de la maintenance SAMA a été lancée ce mardi à Ouagadougou, placée sous donc le patronage de ministre en charge de la jeunesse. La coupure du ruban et le top de départ donc sont intervenus ce matin. Cette activité se tient du 13 au 15 juillet et a pour objectif de promouvoir donc le métier de la maintenance image avec Yassine Sawadrou. Maintenance et employabilité des jeunes. C'est sous ce thème que se tient cette première édition du Salon africain de la maintenance. Il se veut un cadre pour les participants, démontrer leur savoir-faire et aussi permettre un brassage entre exposants et visiteurs. Alors il faut dire que là nous venons de relever le défi de l'organisation déjà. Donc actuellement le défi qui nous reste c'est le défi de la mobilisation. Alors donc nous appelons les populations assorties nombreuses pour venir visiter les différents stands, discuter avec les exposants et puis participer aux différents panels. L'objectif du salon, comme on l'avait déjà dit à la conférence de presse, également au lancement, c'est de faire la promotion des métiers de maintenance et aussi tout ce qui gravite autour de la maintenance, c'est-à-dire les vendeurs de lubrifiants, les structures des ressources humaines qui donnent des possibilités d'emploi à des personnes dans ces milieux-là. Le ministre de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, patron de cette première édition, ici représenté par son secrétaire général, s'est dit très heureux de la tenue de ces salons, d'autant plus qu'il va permettre des partages d'expériences. C'est une activité très importante dans la mesure où c'est un cadre de rencontre et d'échange entre offreurs de services de maintenance qui est une fonction qui doit devenir de plus en plus importante dans le fonctionnement non seulement de l'administration mais aussi des entreprises. Donc c'est un cadre idéal de rencontre entre multi-acteurs pour des partages d'expériences, des partages de savoir-faire. Plusieurs exposants sont au rendez-vous de ce SAMA 2021. Ils espèrent faire de bonnes affaires et présenter un nouveau visage du métier de la maintenance. Nous sommes dans le domaine de la sécurité incendie, à savoir les extincteurs. Nous sommes un pionnier même de la recharge, quand nous avons comme appareil de recharge en ce moment, qui font la recharge des extincteurs et puis qui nous remettent la pression, à savoir dans les équipements de protection individuelle. Nous exposons comme les chaussures de sécurité, les gants,
casquettes, casques de sécurité de chantier qui vont aussi, par exemple, avec la maintenance. Ce salon va beaucoup apporter. Comme nous sommes dans ce type de domaine-là, nous pensons vraiment que ça va marcher. Rappelons que le Salon africain de la maintenance SAMA se tient du 13 au 15 juillet 2021. Et les organisateurs espèrent voir des milliers de visiteurs pour donner à ce SAMA un éclat particulier. À présent, parlons du Fonds national de la finance inclusive FONAFI lancé en 2020 avec pour mission d'assurer un accès accru et permanent des femmes, des jeunes et des acteurs du monde rural à une gamme de produits et services financiers durables, innovants, adaptés, également pérennes. À 2 mois du premier anniversaire de cette structure financière, quel bilan peut-on dresser de son impact sur les bénéficiaires? Réponse à travers ces images donc de Joseph Okoudgou. Le Fonds national de la finance inclusive est un fonds qui intervient dans la catégorie des établissements publics de l'État et dans la sous-catégorie des fonds nationaux de financement. Créé en janvier 2020 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la finance inclusive adoptée le 23 avril 2019, le FONAFI a pour mission de faciliter l'accès des populations à faible revenu aux services financiers adaptés à leurs besoins. Nous avons des produits destinés à la transformation. Voilà. La transformation, vous savez que de plus en plus les produits agricoles du terroir sont transformés sur place, voilà, en vue de permettre une valeur ajoutée à ces produits. Donc au-delà de ça, il y a des produits destinés à l'artisanat, au petit commerce, voilà, et aux prestataires de services. Tout ça, c'est pour prendre en compte de manière globale les besoins de financement du monde rural et voilà, faciliter l'accès des populations à faible revenu. Avec ces activités qui ont officiellement débuté le 10 septembre 2020, le fonds, en moins d'une année d'exercice, s'est déployé sur le terrain avec à la clé plusieurs interventions à son actif. Un bilan qui permet de dire qu'il est l'instrument novateur du gouvernement pour accompagner l'économie informelle. Au-delà des bénéficiaires de formation en éducation financière, voilà, nous pouvons citer aussi l'accès au financement des populations. Dans le cadre de la BOAD, voilà, le FONAFI a déjà bénéficié d'un décaissement de 2 milliards. Et ces 2 milliards ont permis vraiment de financer 10 SFD partenaires qui ont été sélectionnés, voilà, pour pouvoir permettre au FONAFI d'aller rapidement, vite et bien sur le terrain. Et dans le but de développer des mécanismes de financement favorables à l'inclusion financière, le FONAFI travaille en collaboration avec des services financiers partenaires couvrant tout le territoire national. C'est le cas de la Microfinance SARL, une société d'octroi de microcrédits et de collecte d'épargne basée à Bobo-Dioulasso. Le partenariat entre le FONAFI et Microfinance Plus se porte bien, pour ne pas dire plus que bien, parce que c'est un partenariat qui nous permet en tout cas de refinancer notre clientèle en fait à la base et à des taux, comme je l'ai dit, qui sont acceptés, qui sont acceptables, en tout cas très concurrentiels. Et l'enveloppe ne fait que s'agrandir. À titre d'exemple, au cours par exemple de cette année du premier en fait semestre 2021, dans le cadre de ce partenariat-là, nous avons pu déjà en fait accompagner au moins 790 en fait de nos clients dans ce portefeuille, dont 595 sont en fait des femmes. Et ça, c'est sans encore compter et les demandes d'expression de besoins que nous avons toujours à analyser. Même satisfait également du côté des bénéficiaires finaux qui formulent des doléances pour faciliter le remboursement des crédits afin d'assurer la pérennité du fonds. Nous vendons du poisson et depuis quelque temps, nous sommes clients de microfinance. Nous sommes satisfaits, mais il faut reconnaître que le montant du crédit est un peu faible. Mais comme c'est le début, nous espérons qu'il y aura une augmentation plus tard. Nous souhaitons également que le délai de remboursement passe de 10 à 12 mois.
Le FONAFI, selon ses premiers responsables, effectue permanemment des évaluations sur le terrain. Des évaluations qui attestent de la bonne marche des activités de cette institution financière, et ce, malgré quelques insuffisances constatées. Le FONAFI, faut-il le rappeler, s'inscrit dans l'axe 3 du Plan national de développement économique et social PNDS, à savoir dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi. En fin de semaine dernière, à Houndé, dans l'ouest du Burkina, la loterie nationale burkinabé a inauguré sa nouvelle agence entièrement aménagée dans la ville. Une démarche de décentralisation des services donc de la LONABé dans le but d'être le plus proche possible de la clientèle. Images et détails avec notre correspondant Joseph Koudgou. La loterie nationale burkinabé, LONABé, poursuit sa politique d'expansion à travers le territoire national. 6 mois après l'ouverture de son espace course en direct à Houndé, la nationale du jeu du hasard ouvre une agence entièrement aménagée au profit de la clientèle. Ça ne fait que me réjouir parce que c'est comme un bébé qui naît encore de plus dans une famille. J'avais 4 agences plus le service commercial à Bobo. Alors l'agence de Houndé vient agrandir le nombre de nos agences au niveau de la direction régionale à 5. Et ce n'est que vraiment une fierté que je ressens, ce qui démontre aussi du dynamisme et de la vitalité de nos activités dans la région. Quand nous avons regardé les points de vente qui sont rattachés à Houndé, nous avons isolé les chiffres d'affaires de 6 mois et c'est ce montant de 700 millions que nous avons donné. Cette infrastructure de la LONABé de Houndé vient accroître l'offre de services et surtout permet de désengorger les services de la LONABé à Boromo. Nouvelle agence à Houndé, nous nous rapprochons de la population, de notre clientèle. Tous les déplacements sont maintenant finis. Ce sera juste le déplacement dans la ville de Houndé ou des localités environnantes vers la ville. Avant, il fallait aller à Boromo ou à Bobo. Maintenant, tout est fini. Et donc, aujourd'hui, les effectifs de nos points de vente peuvent augmenter parce qu'il y aura beaucoup plus de facilité pour les rassembler ici à l'agence. Cette nouvelle agence de Houndé dispose d'un bureau de chef d'agence, un bureau de chef de service commercial, un bureau du caissier, une salle ECD et d'une salle de remontée. Un joyau accueilli avec satisfaction par les autorités communales de la localité. Pour moi, c'est vraiment un sentiment de joie. Non seulement, je l'ai dit tantôt, cela va permettre individuellement aux parieurs d'être dans la proximité, c'est la bienvenue. Et il faut le dire, la population de Houndé compte parmi elle de nombreux parieurs et surtout de grands parieurs. Et donc c'est vraiment la bienvenue. Voilà. C'est pourquoi j'invite les populations à vraiment faire de ce joyau-là le leur. À travers l'ouverture de cette agence, la LONABé entend être plus proche de sa clientèle et répondre à ses ambitions commerciales qui s'inscrivent en droite ligne de l'axe 3 de son plan stratégique de développement. Enfin, dans le reste de l'actualité en Afrique du Sud, l'armée a été appelée en renfort lundi pour contenir les débordements au 4e jour de violence initialement déclenché par l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma. Une dizaine de personnes a trouvé la mort dans ces émeutes. L'ancien président sud-africain s'est en effet constitué prisonnier après avoir été condamné à 15 mois de prison donc pour outrage à la justice. L'armée a été déployée en Afrique du Sud au 4e jour des violences qui ont éclaté suite à l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma. Mais les préoccupations économiques semblent avoir pris le dessus dans certains quartiers, notamment à Johannesburg où des magasins et des centres commerciaux ont été pillés et incendiés. Ces violences ont déjà fait 6 morts, alors que la police a procédé à plus de 200 interpellations. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a pris la parole pour condamner ces actes. Bien que certains puissent être en colère en ce moment, il ne peut y avoir aucune justification, quelle qu'elle soit, pour que quiconque se lance dans des actions violentes, destructrices et perturbatrices
qui affecte négativement les droits des autres. Tous les Sud-Africains sont préoccupés par le fait que certains de ces actes de violence soient basés sur une mobilisation ethnique. Cela doit être condamné par tous les Sud-Africains à tout prix, car nous sommes une nation engagée dans le non-racialisme et le non-tribalisme. Les violences avaient initialement éclaté vendredi en pays zoulou dans l'Est, dont Jacob Zuma est originaire, et où il s'est constitué prisonnier après avoir été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Pour le faire libérer, l'avocat de l'ex-président sud-africain a mis en avant l'âge avancé de son client, 79 ans, et les risques qu'il contracte le Covid-19 en cellule. Le sort de Jacob Zuma est entre les mains des juges de la Cour constitutionnelle qui réexaminaient ce lundi sa peine. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et je vous retrouve demain à 20h également.